Les regards sont donc braqués vers Islamabad, la capitale du Pakistan. Déjà, est-ce que vous pensez que c'est historique, que c'est un tournant? À quoi peut-on s'attendre, selon vous, après ce cessez-le-feu annoncé par Donald Trump, encore fragile? Pour l'instant, il tient des deux côtés. Et les deux délégations vont se retrouver emmenées par Gene Vance, d'un côté pour les Américains, et puis du côté iranien, traditionnel ministre des Affaires étrangères, et le président du Parlement iranien. Dans quoi est-on en train d'entrer? C'est très difficile de répondre à votre question directement. Je pense que ce qui caractérise la situation, c'est que c'est un échec absolu des Américains. Pas du tout un échec militaire, bien sûr, parce que la supériorité militaire a été incontestable. Le secrétaire à la Défense, qui est cet étrange personnage, M. Hegseth, l'a répété sous toutes les formes, sur tous les tons depuis le début. Mais c'est la preuve vivante que une supériorité militaire ne signifie pas une supériorité politique. Et nous savons depuis Clausewitz que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc les Iraniens ont gagné cette guerre. Mais écoutez, il se passe quel est le chose. critère du gain politique qu'ils ont obtenu? Je crois qu'il faut voir... D'abord, il y a un échec américain. Je veux dire que les Américains se sont mis dans une situation où ils sont entrés dans cette guerre sans objectif très clair. Manifestement, c'est apparu très clairement sur injonction, si je puis dire, du Premier ministre israélien. Et ils en sortent sans avoir rien obtenu, et au contraire avoir aggravé la situation, puisque le détroit d'Ormuz, qui était libre avant la guerre, est maintenant occupé. Mais plus profondément, je crois que les Américains sont mis dans une situation où, si le cessez-le-feu perdure quelques semaines, où ils ne pourront plus intervenir. Ils ont fermé, ils ont fait la démonstration que l'utilisation de la force militaire exceptionnelle, extraordinaire, qui est la leur, ne débouche pas sur des objectifs politiques. Donc ça veut dire que alors c'était sur ce... C'est gelé. Il y aura plus de retour à la force. Non, ça dépend des Iraniens. Si les Iraniens font de la provocation, les Américains sont obligés d'intervenir. Mais Trump ne veut absolument pas réintervenir. Il est en train d'accepter, en fait, les termes de son élection. Il a été élu président des États-Unis parce que, au cours des 50 dernières années, toutes les grandes manœuvres militaires américaines ont toujours échoué politiquement. Qu'il s'agisse du Vietnam, qu'il s'agisse de l'Irak, qu'il s'agisse de l'Afghanistan. Il a été élu en disant plus jamais ça. Et puis tout à coup, il a été saisi par l'hubris et il a démontré vraiment par l'absurde. C'est une preuve par l'absurde que ça ne mène à rien. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé le régime politique. Alors, les dénégations à cet égard sont extravagantes. Quand il y a un nouveau gouvernement, oui, un gouvernement un peu pire que le précédent, avec des situations extrêmement angoissantes pour le peuple iranien. Il n'a rien obtenu, et ça va rentrer dans les discussions, mais une fois de plus sur les missiles, sur le nucléaire. Il a effectivement tout à fait endommagé un certain nombre de choses, dont les capacités militaires en matière balistique des Iraniens. Et puis, maintenant, la seule chose qui compte, parce que là, ça touche tout le monde, c'est le détroit d'Ormuz. Donc, il est dans une situation, dans une masse épouvantable. Il estime que c'est la seule carte que possèdent les Iraniens dans leur jeu et qu'ils ne peuvent pas jouer la surenchère, puisqu'on a entendu M. Ghalibaf, le président du Parlement iranien, dire « sans cesser le feu au Liban, avant toute négociation, nous n'irons pas ». Ils veulent même débloquer, ils demandent aux États-Unis et à l'Europe de débloquer les actifs qui se comptent par dizaines de milliards iraniens. Est-ce que vous avez l'impression qu'on entre dans une phase de négociation longue? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut revenir à la situation Hormuz libre, où il y aura un avant et un après dans ce détroit? Je crois sur le fond qu'il faut qu'Hormuz soit libre. Il y a vraiment, ça c'est une question de droit international, et en plus droit international avec des incidences financières et économiques qui rendent le droit international très fort, très puissant. Une manne financière énorme pour les Iraniens. Oui, mais enfin, vous n'allez pas imaginer que le passage à travers le Bosphore, ou les deux rives du Bosphore sont turcs, et on ne paierait pas de péage, et où on paie un péage dans le
Hormuz. D'ailleurs, ils le disent, les Iraniens disent très bien, il faut un péage. S'il y a un péage, il faut que ce soit pour les deux rives. Donc, il faut que ça arrive aussi sur les Émirats. Donc, ça, c'est le but, le rétablissement de la liberté. Mais c'est là où c'est extravagant. C'est que les Américains sont en train de tirer la langue pour obtenir ce qui existait auparavant. Ce qui existait avant, oui. Et alors, en revanche, moi, je ne peux pas répondre à votre question sur ce que ça va durer. Je crois que les Iraniens ont intérêt à faire durer la situation. Les négociations à faire durer les négociations, parce que plus on avance plus ça dure, plus le cessez-le-feu dure, plus ce sera difficile pour les Américains de dire maintenant on recommence, on relance tout, etc. Alors que l'opinion publique américaine est complètement opposée et qu'on voit bien que la désignation du vice-président Vance comme négociateur... Comment vous l'interprétez, le vétéran de l'Irak qui, lui, est revenu de ce pays en estimant que toute forme d'intervention américaine au Moyen-Orient était aventureuse, qu'il fallait être isolationniste. C'est celui qui ne voulait pas la guerre qui est envoyé pour négocier. Oui, on voit bien maintenant avec les révélations du New York Times sur les conditions dans lesquelles M. Netanyahou a vendu la guerre sur des bases complètement erronées. C'est-à-dire, les Iraniens sont prêts, le peuple iranien est prêt à se saisir la guerre, le détroit d'Ormuz ne sera jamais bloqué. Tout ça était faux. L'administration américaine, tous les conseillers, la CIA, l'état-major, etc., et Vance ont dit à Trump, c'est faux, ce que dit Netanyahou est complètement irréel, et Trump a fait cet arbitrage. Pour quelle raison? Ça, je ne sais pas, mais il a fait cet arbitrage, et maintenant, le fait qu'il redonne la main à Vance est un aveu d'échec. Qu'est-ce qu'ils peuvent négocier, à part la question d'Hormuz, qui est centrale, mais c'est quoi les autres dossiers sur lesquels les Américains peuvent espérer obtenir quelque chose? Je sais pas, ils peuvent. Je crois que les Américains peuvent rien espérer. Il y a que les Iraniens sur les missiles. Qu'est-ce qu'ils peuvent? Ils étaient, enfin, quand même les Américains ont quand même cassé les accords initiaux, le JCPOA, il y a dans le premier mandat de Monsieur Trump. Ensuite, ils ont dit qu'ils avaient tout détruit avec la guerre des 18 jours. Je ne sais pas, 18 jours, je ne me rappelle plus très bien. Enfin, 12 jours, oui. 12 jours, pardon, en juin dernier. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont... Trump dit n'importe quoi sur cette question. Il dit d'abord que comme sur beaucoup d'autres, il dit que les fûts sont inaccessibles. Ils sont enfouis dans la montagne. Ensuite, il dit qu'il va les extraire avec la coopération des Iraniens. Enfin, tout ça est complètement... Et ça peut durer indéfiniment. Moi, je crois que à terme, les Iraniens vont tirer, quel que soit le régime. C'était le cas du temps du Shah, ce sera le cas de n'importe quel régime. Les Iraniens vont tirer de cette guerre une conclusion précise, c'est qu'il faut qu'ils se dotent de l'arme nucléaire. Ils ne vont pas faire ça tout de suite. Alors, moi, je crois qu'ils ont... Pourquoi? Parce tout à l'heure, vous discutiez, j'écoutais. Voilà. Je crois que la notion... J'ai toujours pensé, je ne peux pas le démontrer, mais j'ai toujours pensé effectivement que l'objectif iranien était d'être au seuil. Donc, ils avaient signé le traité de non-prolifération nucléaire, ils l'avaient ratifié. Cela soit dit en passant, il suffit qu'ils le dénoncent pour être dans la légalité. Le Pakistan a une arme nucléaire parce qu'il n'a simplement pas signé. Et si du jour au lendemain, l'Iran avait décidé de dénoncer le traité de non-prolifération, il serait en accord avec le droit international parfait en continuant. Donc ils n'ont pas fait ça parce qu'ils voulaient montrer qu'ils n'étaient pas favorables à l'accession à l'arme nucléaire. À mon avis, c'est l'idée d'être au seuil. C'est-à-dire de dire, si vous m'embêtez trop, je peux basculer dans l'arme nucléaire. Mais vous voulez dire que on a fait cette guerre officiellement pour les empêcher d'avoir l'arme nucléaire, et cette guerre va provoquer la construction d'une arme nucléaire en Iran. Je crois que c'est l'effet exactement la logique inverse de celui qui était prévu. Absolument, c'est la logique complète. Ils regardent la Corée du Nord et ils se disent, eux, personne ne les embête, alors que quand même le tyran local est quand même assez évidemment dérangé. Donc c'est ça. Si on nous attaque comme ça, c'est parce que justement nous n'avons pas l'arme nucléaire. Alors ils vont pas faire ça tout de suite, me semble-t-il. Ils n'ont pas intérêt. Mais comme les Américains se sont, à mon avis, structurellement pour priver de l'idée de refaire une grande opération
comme celles qu'ils ont menées à bien militairement, mais pas du tout à bien politiquement, ils seront plus à l'aise. Donc alors en plus, je dois dire que moi, j'ai pensé depuis le début, j'ai écrit ça il y a 3 semaines, que le but de la guerre n'était pas de libérer le peuple iranien. Et je crois que non seulement il n'est pas de libérer le peuple iranien, c'est l'oppression, mais qu'il y a une aggravation de l'oppression. C'est donc un échec. Pour Trump, c'est un échec complet. Vous avez lu, vous l'avez mentionné, l'enquête du New York Times qui donne tous les détails de la prise de décision par Donald Trump de cette entrée en guerre. Contre son administration. Tout le monde autour de lui est contre. Dans son administration, ils lui disent « ça ne permettra pas de renverser le régime ». Ça, ils sont tous clairs. Mais personne ne s'y oppose, à part J.D. Vance. Qu'est-ce que vous avez pensé, justement, de cette mise en scène des conseillers qui disent « c'est votre décision, je la suivrai ». Même Marco Rubio dit « ça ne permettra pas de changer politiquement le régime, mais on peut, sur le balistique et le nucléaire, atteindre nos objectifs ». C'est ce qui est expliqué. Est-ce que vous voyez un homme seul, entouré de courtisans ? Comment vous lisez puis il sous-estime Hormuz. Et les conseillers disent aussi qu'Hormuz va être... Alors, écoutez, moi, c'est l'argument de Netanyahou qui est repris. Un dossier sur lequel Rubio et Vance sont d'accord pour être en désaccord avec le président, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Parce que quand on voit la tension entre ces deux personnalités qui briguent l'une et l'autre, qui prétendent l'une et l'autre à la succession, bon, c'est tout. Alors, pourquoi Trump a-t-il fait ça ? Pourquoi Trump est-il fasciné à ce point par Netanyahou ? Est-ce que c'est une victoire pour Israël ? Alors, ou est-ce que ça prend le chemin d'une victoire pour Israël ? Pour Israël, c'est... d'abord, quels étaient les buts d'Israël ? Moi, je n'ai jamais cru qu'Israël, on avait dit au début, Trump veut simplement agir sur l'arme nucléaire et Israël veut changer le régime. Je ne crois pas du tout ça. Je crois que jamais Netanyahou n'a eu l'idée d'avoir en face de lui un Iran de 93 millions d'habitants, dirigé par avec cette force intellectuelle, cette puissance économique, etc., dirigé par une équipe respectable. Donc c'était le nucléaire uniquement. Et donc le but est, comme partout, comme au Liban, comme à Gaza, c'est de détruire, de désorganiser, de semer le chaos, mais pas de remplacer. Alors, est-ce qu'il a réussi ? Fondamentalement, je ne crois pas. Alors on verra, maintenant il se tourne sur le Hezbollah. Là encore, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Vous voulez dire que du point de vue israélien, la menace iranienne va continuer ? Ou existe encore, mais vous savez, elle va continuer. Je dis quelque chose que les Israéliens considèrent comme sacrilège et tous ceux qui les soutiennent aussi. Mais je pense qu'il ne faut pas exagérer la menace iranienne. L'Iran déteste Israël. Et quand vous êtes, comme Israël, doté de moyens nucléaires aussi importants, vous pouvez détruire toute la population iranienne, du premier habitant jusqu'au dernier, vous pouvez vitrifier. Vous êtes quand même dans une situation, dans le jeu de dissuasion, quand même assez fort. Les Israéliens ne sont pas dans la situation des Coréens du Sud. Certes. Sur oui, le mais Liban, ils étaient en but à l'action des ce qu'on appelle les proxys, quoi. Oui, ça c'est tout à fait évident. De toute façon, il y a eu Gaza, qui est une abomination, même si ça a été la conséquence des inconséquences de Netanyahou, en refusant toute forme de représentation et d'émancipation d'une entité palestinienne. Mais ce qui s'est fait à Gaza le 7 octobre est absolument abominable. Le Hezbollah résiste à toutes les offensives israéliennes. Sur le Liban, vous avez vu que manifestement, sans doute, Washington a obligé Netanyahou à accepter des négociations qu'il avait toujours refusées avec le gouvernement libanais pour désarmer le Hezbollah. Est-ce que c'est une mission possible ? Est-ce qu'on peut y parvenir ? Ça n'a jamais été le cas, ni avec l'armée libanaise, ni avec les forces des Nations Unies, la FINUL. Est-ce qu'il faut que la France prête main forte ? Comment vous voyez la suite pour arriver à en finir avec cette milice terroriste ? Je crois, que le problème du Hezbollah est un problème redoutable et que les Israéliens ont raison de s'en préoccuper. Il n'est pas admissible qu'ils subissent en permanence les tirs du Hezbollah. Deuxièmement, je ne crois pas que la méthode qu'ils ont choisie permettent d'aboutir à quoi que ce soit. Ils vont effectivement créer une zone tampon de quelques dizaines de kilomètres au sud du fleuve Litani. Bon, mais ça n'empêche pas que dans un mois, dans un an, comme dirait Racine, ça se reconstitue et qu'on ait à nouveau des capacités de frappe.
Troisièmement, je pense que la situation au Liban est quand même très profondément modifiée. D'abord, on a un président de la République qui est respecté, ce qui est quand même une nouveauté après tant d'années de guerre civile, de méfiance. On a un président de la République qui est respecté et une armée dont on attend beaucoup. Deuxièmement, il y a une exaspération profonde de la population libanaise à l'égard du Hezbollah qui se sent, cette population, prise en otage. Bon, moi, je crois quand même, alors je ne suis pas en mesure de faire un plan, mais je pense que la concertation des États-Unis, des puissances européennes, des États européens, et d'abord de la France, parce que la France a quand même au Liban à la fois des héritages et des amis, des souvenirs des amis, et le gouvernement libanais et une attitude de coopération Israël permettrait d'éliminer progressivement le Hezbollah. Donc il faut que la France s'investisse davantage. Ça serait, oui, mais on ne va pas s'investir comme ça. Il faudrait que ce soit concerté et avec le gouvernement libanais. Je crois qu'on ne peut résoudre ce problème qu'en s'appuyant sur le gouvernement libanais. C'est évident que là où les Israéliens ont raison, c'est que si on fait ça, on ne va pas le faire en un jour. Ouais, il nous reste 1 minute. Demain ont lieu des élections très importantes en Hongrie. Oui. Pour les Hongrois, pour commencer, mais pour les Européens, pour ceux qui nous regardent, pourquoi elles sont si importantes, ces élections dans lesquelles Orban est en difficulté? Il se représente pour son 5e mandat. On a quelqu'un qui représente au sein de l'Union européenne l'ensemble des choix contraires à ceux que nous faisons. Sur la démocratie, sur le rapport à l'Ukraine, sur l'organisation politique, la corruption, etc. Donc il est absolument... Et en plus, avec le système institutionnel européen, qui a des moyens de bloquer, comme il l'a montré, l'ensemble des... ça fait 16 ans que ça dure. Moi, j'ai connu Orban au moment de la libération de la Hongrie. Je me rappelle, j'avais été avec Simone Veil en Hongrie au début de la libération. C'était un moment extraordinaire. On avait un moment de liberté. Bon, j'ai connu ce jeune leader. Je l'ai vu. Il nous avait reçus. Il s'est perdu, etc. Et j'ai vu cet homme qui a complètement changé, qui a trahi ce qu'il était. Et maintenant, ça fait 16 ans que ça dure. Il est effectivement essentiel que le changement se fasse. Il peut encore gagner sans tricher? Écoutez, oui, non. De toute manière, il trichera. On verra. On verra ça demain. La grande crainte, c'est les suffrages des Hongrois de Roumanie. Là, ils peuvent manipuler beaucoup. Mais ce qu'on verra d'abord, c'est les votes. Bien sûr. Est-ce qu'il peut avoir une majorité en population? Une majorité de l'opposition peut gagner dans les urnes le nombre de suffrages et perdre le nombre de sièges au Parlement. On va suivre ça sur France Info. Merci beaucoup, Jean-Louis Bourlanges. Le regard affûté de Jean-Louis Bourlanges sur le monde. Vous êtes le bienvenu, vous le savez, quand vous voulez.